On va poursuivre avec une mini-conférence dont j'attends l'intervenante. Comment est-ce que tu l'as intitulée ? Parce que moi je l'ai appelée conchiliculture, mais en fait ça parle pas de la conchiliculture, ça parle des coquillages. Alors du coup, le temps que je vous l'ouvre, bonsoir. Hop. Du coup, je vous présente la conférence Nos amis les huîtres. Alors, voudrais-tu bien partir, s'il te plaît ? Non. S'il te plaît, Cléo, c'est gênant. Non, d'accord. Alors du coup, dans toutes ces histoires autour des poissons, de la faune marine, tout ça, les grands oubliés, c'est quand même souvent ceux qui nous ressemblent le moins physiquement, à savoir les mollusques, et notamment tout ce qui va être de l'ordre des coquillages. Alors du coup, ça se comprend, quand on les regarde, on se dit « j'ai pas trop d'empathie pour ce truc-là, je m'identifie pas ». Et on a l'impression que c'est complètement différent de nous. Sauf que ça, c'est juste qu'on croit. Donc, je vais vous parler principalement aujourd'hui des huîtres. Je vais vous parler des huîtres parce que, tout simplement, moi, je suis née en Charente-Maritime, à la Tremblade plus exactement. C'est dans le bassin Marais-Oléron. Donc, c'est dans un des endroits au monde où on produit le plus d'huîtres, et notamment les plus célèbres d'Europe. Donc voilà, elles sont importées jusqu'à l'autre bout de la Russie. Et donc moi, les huîtres, je connais bien, parce que j'ai grandi dedans, et quand j'étais... Enfin, pas dans les huîtres, dans la zone ostréicole. Et quand j'allais à l'école, petite fille, on nous emmenait souvent faire des cours sur la faune marine. On avait les classes de mer, et du coup, on nous avait tout expliqué sur les huîtres. Et du coup, c'est avec plaisir que je vais vous transmettre mes cours de CM1. Alors, déjà, tout d'abord, hop, si ça veut bien, ok, non, je vais descendre. Qu'est-ce qu'une huître ? Alors, une huître, c'est un bivalve. Bivalve, ça veut dire qu'il y a deux coquilles. Comme ça, c'est simple. Donc, comme par exemple les moules ou les palourdes. Ça a une anatomie qui est finalement pas si éloignée de la nôtre quand on y regarde avec un peu plus de précision. Par exemple... Voyons tous que l'huître a, que nous avons aussi. Elle a un foie, comme nous. Elle a un estomac, comme nous. Elle a un anus, comme nous. C'est quand même très important de le dire. Elle a un cœur. Ça c'est le plus important. Elle a quelque chose qui palpite. Donc, voilà, une bouche, un intestin, etc. Donc, ça veut dire que déjà, on a des organes en commun, cette huître et nous. C'est pas quelque chose qu'on aurait imaginé il y a encore 3 minutes de cela. Alors... diapo suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. On peut d'ailleurs remarquer sur cette diapositive magnifique que la moule ou la coquille Saint-Jacques sont dotées de ces mêmes organes. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'huître, en fait, c'est les coquillages de manière générale. Mais la coquille Saint-Jacques a ceci d'intéressant qu'elle a aussi des yeux partout autour de sa tête. Donc pas seulement 2, elle en a partout. Est-ce qu'on peut revenir, du coup, à la diapositive suivante, s'il te plaît, du coup, pas revenir, mais bref. Merci beaucoup. Là où on en est sur les petites anecdotes sur les yeux des Saint-Jacques, je peux aussi vous donner une petite anecdote sur les huîtres. Il se trouve que les huîtres sont douées d'audition. Elles n'ont pas d'oreilles, mais elles nous entendent. Et ça change aussi un peu la donne, non ? D'ailleurs, pour une autre petite anecdote, il y a une étude de Crook and Walters menée en 2011 qui, elle, nous dit que l'huître est aussi dotée de nocicepteurs qui seraient... tout à fait fonctionnelle. Donc, nocicepteur, ça voudrait dire que, d'une certaine manière, elles ressentent la douleur. Alors après, moi, je ne suis pas scientifique pour interpréter ces données, mais vous pouvez retrouver cette étude sur Internet, en anglais. Alors, du coup, diaporama suivante. Donc, je vais vous parler un petit peu de la vie de l'huître du début à la fin, quand elle atterrit dans notre assiette. Du coup, la première chose à savoir sur l'huître française, c'est qu'elle n'est pas française, parce que l'huître est fragile. Déjà, dans les années 1900, on en avait fait implanter une nouvelle qui était la portugaise, parce que l'autre avait été décimée. Et dans les années 1970, l'huître portugaise, qui était du coup sur toutes les côtes françaises, a été décimée cette fois aussi par une algue. Donc on a importé des huîtres du Japon. Donc déjà,
petite information intéressante, ça veut dire que l'huître est fragile. Dans la nature, l'huître, elle est hermaphrodite. Du coup, une année, elle va décider d'être une femelle, l'autre année, elle va être un mâle, et elle va éjecter son lait, donc en fait ses gamètes, mâles ou femelles, directement dans la mer, là où elles vont se rencontrer, et faire jusqu'à 1 million de naissains d'huîtres par an. Donc, c'est des mamans de beaucoup d'enfants. Mais ça, c'est dans la nature. Évidemment, ça ne se passe pas du tout pareil dans les élevages d'huîtres, parce que là, on va faire naître les huîtres dans ce qu'on appelle des écloseries. Une écloserie, c'est littéralement un endroit où on va faire éclore des œufs, c'est-à-dire on va faire se rencontrer les gamètes, créer des naissains et les faire grandir. En France, il s'est passé quelque chose d'un peu rigolo. C'est qu'on s'était dit que quand même, ce serait vachement bien si d'un côté, on pouvait faire des huîtres qui poussent beaucoup plus vite et qui s'engraissent beaucoup plus vite, et d'un autre côté, des huîtres qui ne se reproduisent pas, qui soient stériles, parce que comme ça, les ostréiculteurs seraient obligés de racheter tous les ans des naissains. Du coup, ils ont créé une huître, qui d'ailleurs, comme les truites tout à l'heure, s'appelle les huîtres triploïdes. Ce sont des huîtres génétiquement modifiées, mais qui ont échappé à la notion OGM, c'est-à-dire que c'est noté sur aucun paquet d'huîtres que ce sont des triploïdes. Elles sont reconnaissables parce qu'elles ont une petite torsade au niveau du pic, qui d'ailleurs est souvent tapée par les ostréiculteurs pour pas qu'on la reconnaisse, et qui représente aujourd'hui plus de 50% du marché des huîtres françaises. Donc ceux qui mangent des huîtres ici, il y a une chance sur 2 pour que vous mangiez des huîtres OGM créées dans un laboratoire. Alors, bref, une fois qu'on a ces naissains, on va les mettre, diaporama suivante s'il te plaît, on va les faire pousser sur ces choses-là. Ces choses-là s'appellent des collecteurs. En fait, on va lâcher les petits bébés huîtres, les petits naissins, qui ressemblent en fait à un œil avec des cils qui se déplacent comme ça, et on va les faire s'accrocher là-dessus. Alors ces trucs-là, c'est du plastique. Ce sont des grandes colonnes comme ça. Elles sont immenses, on en recouvre des bassins entiers, et une grande partie d'entre elles se retrouvent dans les océans, dans la mer derrière. C'est du plastique jeté comme ça, à l'abandon, qu'on retrouve sur toutes les plages de mon enfance, et qu'on doit constamment nettoyer. Diapositive suivante, s'il te plaît. Une fois que ces huîtres se sont accrochées et qu'elles ont commencé à grandir un petit peu, on va les mettre dans des parcs à huîtres, c'est-à-dire qu'on bourre des gros sacs plastiques, des gros grilles de plastique d'huîtres, qu'on va entasser sur des parcs en métal tout le long du littoral. Donc là, il y a plusieurs inconvénients à ça. Alors, j'ai jeté ça. Le premier, c'est que c'est plein de plastique, encore une fois, on se retrouve avec la même chose, les plages sont couvertes de ces sacs. Tous les ans, il y a des dizaines de convois pour nettoyer les plages de ces sacs ostréicoles qui sont laissés comme ça. Mais également, sur toutes ces côtes, il y a du coup les chalands, qui sont ces bateaux qui portent les poches à huîtres, qui vont faire leur vidange sur les littoraux, juste à ces endroits-là, parce que ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus pratique. Ils ne sont pas censés le faire, mais ils le font. Ce qui fait que toutes ces huîtres qui sont ici, elles se ramassent tous les déchets qui viennent des chalands, tout ce qui est essence, gasoil, qui jettent directement, toute l'huile qui jette directement dans la mer, sans compter toutes les activités du littoral de type jet ski, etc., qui polluent énormément. Et du coup, tout ça est pris dans les huîtres. Et les huîtres, notamment, elles prennent très facilement sur elles tous les métaux lourds, ce qui fait qu'elles se chargent. Et du coup, ce sont des mines de métaux lourds. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, du coup, les huîtres, une fois qu'elles ont grandi comme ça, on va les mettre dans ce qu'on appelle des clairs pour s'affiner. Les clairs, c'est des grands bacs d'eau qui sont irrigués avec les marées et dans lesquels on va engraisser les huîtres pour que très vite elles deviennent plus grasses, mais aussi pour qu'elles deviennent plus vertes, parce que les huîtres ne sont pas vertes naturellement. On va leur nourrir une grande partie d'algues qui sont bleues pour leur donner cette couleur verte, et notamment pour qu'elles aient après cette appellation d'où je viens, d'huîtres fines de clair, marraine oléro. Du coup, même cette couleur-là, même si elle vient d'une algue qui est naturelle, dans la nature, l'huître, elle serait jamais verte comme ça. On se retrouve donc dans son assiette avec une huître qui a un cœur, qui a un anus, qui ressent probablement la douleur,
qui a mangé du mazout après avoir été créé dans un laboratoire de manière génétiquement modifiée, et sur cette pauvre huître qu'on ouvre, qui est vivante, car c'est la tradition, quand on la mange, on s'amuse à verser du citron, à savoir littéralement de l'acide citrique, sur ses organes internes. Et on se dit, une fois qu'on sait tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'encore manger nos amis les huîtres ?